Duras. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Vous allez nous proposer tout à l'heure un live extrait de ce 13e album. On va d'abord découvrir ensemble cette petite fresque, c'est le principe de 20h30 avec quelques visages. Vous allez nous expliquer progressivement pourquoi David Bowie apparaît, Marguerite Duras, Serge Gainsbourg, Jodie Foster ou encore Thomas Pesquet. Mais d'abord j'ai envie de commencer par une chose. Beau mur. Pas mal le mur. Pas mal, pas mal. Bonne bouille ce mur, moi je trouve. Oui. On va essayer de parler de tout cela. On a une petite durée ce soir, donc il fallait un petit peu vite de temps en temps. Juste une question, enfin d'abord, plutôt une affirmation. Bon anniversaire avec 48 heures. Oui, merci beaucoup. Oui. Ça... Ben voilà, c'est fait. On arrive. Vous fêtez hier à Nancy, 25 000 spectateurs encore. Ouais. Et toute l'équipe la veille, les 25 000 de Nancy, c'était un concert assez incroyable. Et je pensais pas les passer. Enfin, si on m'avait dit ça il y a... Les passer, ça veut dire quoi? Être sur scène à 59 ans encore. 59 ans et quelques heures. Ouais. Donc ouais, c'est vachement miraculeux et troublant. Ça demande particulièrement une hygiène de vie, quelque chose qui est particulier pour pouvoir encore être là 2h30 sur scène, comme vous le dites, à 59 ans. Ah bah ça oui. Vous avez changé de vie depuis il y a quelques années, quoi. Oui, non, c'est ce que je dis. C'était un peu plus fou avant. Oui, enfin fou, non, mais c'est-à-dire que si on veut prendre soin de soi, c'est prendre soin du public. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est qu'effectivement, oui, on peut plus s'amuser à déconner. On peut déconner jusqu'à 20 ans. Après, voilà, c'est plus possible. Il faut être un petit peu raisonnable. Et c'est vrai qu'on est trop tenté dans cette société par plein de trucs qui sont finalement assez nocifs, quoi. Donc oui, enfin c'est juste, je veux dire, pas boire, pas fumer, légèrement. Enfin voilà. Du normal, quoi. Un peu beaucoup de sport aussi, quand même. Beaucoup de sport aussi. Beaucoup de sport, ouais. Dans ce tweet qu'on voit derrière moi, entouré de tous ces cadeaux de vos fans, vous leur dites quoi? Vous êtes le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils sont le pouvoir sur votre histoire depuis toujours, ils sont là, c'est eux qui ont fait cette histoire. C'est-à-dire qu'ils nous donnent le pouvoir, vraiment, de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. C'est-à-dire, plus ils sont nombreux, plus on peut ne pas se laisser marcher sur les pieds par tout un système, enfin, vous savez ce que c'est, on est dans une sorte de show business, de choses, etc., où il faut faire des concessions, des trucs comme ça. Et ils nous donnent le pouvoir de dire non, ils nous donnent le pouvoir d'exister, et puis ils nous donnent le pouvoir surtout d'être sur scène avec eux, de partager. Un exemple simple, Nicolas, quand vous faites ces concerts, ces multiples concerts, il y a un tirage au sort qui se fait pour qu'effectivement, un certain nombre d'entre eux soit devant devant la scène, quel que soit le tarif qu'ils dépensent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilégié chez vous, quoi. Ça c'est effectivement c'est ce qu'on fait sur cette tournée. Ouais. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus les concerts deviennent comme un avion. C'est-à-dire il y a la classe premium, la classe business et la classe éco. Moi j'ai jamais aimé trop ça. C'est-à-dire que je trouve que les gens qui ont les moyens de payer, ils sont devant. Ceux qui finalement n'ont pas les moyens, ils sont derrière. Ça, vous l'acceptez pas? Non, enfin j'accepte pas. C'est-à-dire que je suis un peu le seul à me battre entre guillemets contre ça. Mais je trouve que une musique ça se partage ensemble. Qu'importe la classe sociale, qu'importe si on a plus d'argent. Mais le problème, c'est que ça marche, hein. Les gens payent plus cher pour pouvoir être devant, pour être VIP, etc. Je trouve ça c'est un système qui, moi, me pose un problème. Donc, en fait, on tire au sort des gens pour casser un peu c'est ça. Et puis, il y a 500 personnes qui sont vraiment dans une sorte de zone où, et voilà, comme ça, tout le monde a sa chance, au même tarif, d'être devant nous et pas, et puis voilà, c'est incroyable, ces musiques qui résonnent un peu partout, dans toutes les familles. Cette histoire-là, elle est forte, intense avec ce public, et avec les Français même de manière globale. Oui, surtout qu'on est assez discret. Donc, ce qui est fou, c'est que, par exemple, hier, de voir ces multigénérations, mais c'est-à-dire que les gens qui ont adoré Paradise, qui était une nouvelle génération, ont eu des enfants, ou voilà, c'est vraiment un croisement entre des gens qui ont 5-6 ans et qui vont jusqu'à plusieurs générations, même des grands-pères. C'est un peu l'âge que je vais avoir bientôt. Donc, non, c'est plutôt, c'est fou. Et puis, c'est surtout très fédérateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... les familles généralement des fois ça se dissout, et là il y a une sorte de communauté et un renouvellement de génération. Et à chaque fois on a incroyable. Là c'est un bol aussi. On a beaucoup de chance. Ce nom d'Indochine, il vient de Duras qui était dans cette fresque qu'on a vu apparaître tout à l'heure. C'est ça qui a été la source d'inspiration à un moment donné. L'amant, le barrage contre le Pacifique. Voilà cette poésie là. C'est-à-dire que effectivement, à 16 ans, j'ai commencé à lire Marguerite Duras et j'ai été bercé par sa musique. C'est un écrivain qui quand elle écrit, c'est vraiment musical. Elle va pas dire
j'ouvre la porte et je rentre. Elle va dire, je vais ouvrir la porte, peut-être que derrière il va se passer quelque chose, mais je vais quand même l'ouvrir, et puis peut-être derrière il se passera certainement quelque chose. Donc c'est vraiment une sorte de musique qui fait que moi ça m'a parlé, c'est tout de suite ce que j'avais eu envie de lire. Après j'ai été super intéressé par ce qu'elle avait vécu dans l'Amand, dans le barrage contre le Pacifique. En plus, le fait qu'elle soit décriée aussi par toute une littérature française, ça m'a aussi intéressé, parce qu'il faut jamais faire l'unanimité. Faire l'unanimité, c'est toujours... c'est un petit peu, il faut se méfier de ça. Et puis bon, j'ai vu qu'elle avait vécu en Indochine. Je trouvais qu'il y avait une sorte de parfum d'exotisme, voilà, parce que c'était une sorte de vieille France coloniale qui habitait là. Enfin, je veux dire, et c'était pas que des militaires qui faisaient du mal, c'était autre chose. Voilà d'où vient Indochine. Dans 20h30, on revient souvent, on feuillette l'actualité. On a choisi 3 séquences d'actualité de la semaine. D'abord, cette présentatrice star de la télévision américaine qui craque lorsqu'elle découvre la dépêche qui annonce la séparation des enfants de migrants et leur mère sur le sol américain. Le parcours de l'Aquarius, on aurait pu prendre les images du navire Lifeline en Méditerranée qui n'arrivera pas en Italie, pas en France et qui ira en Espagne. Et puis cet échange entre le président de la République le 18 juin avec un jeune adolescent qui l'interpelle par un ça va Manu. Quelle information, allez, retient votre attention particulièrement là? Je prendrais celle du milieu, celle de l'Aquarius, parce que celle de Trump, c'est un cas tellement désespéré qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Je veux dire, c'est tellement pitoyable. Vous, on vous a entendu dans vos chansons, avec une forme d'engagement sur différents sujets. Est-ce que depuis toutes ces années, vous avez vu ce monde devenir de plus en plus fou, de plus en plus enfermé, de ces nations qui se referment les unes contre les autres, ou finalement, vous avez un discours plutôt plus optimiste? Non, c'est le même. Enfin, je veux dire, le monde a été. Enfin, je veux dire, quand on voit les guerres mondiales, etc. Enfin, c'était pire que ça. Aujourd'hui, on a une dose d'humanité quand même, parce que effectivement, on n'en voit plus des soldats se faire tuer, ou enfin, je veux dire, on essaie de faire attention. Il y a quand même quelque chose de. Les militaires sont presque, enfin, en France, sont presque devenus beaucoup plus humains par rapport. C'est non, je pense que effectivement, au grand jour, il y a effectivement, quand on entend le ministre italien de l'Intérieur, enfin, c'est des discours de Mussolini. Donc effectivement, on a l'impression d'aller droit dans le mur et que rien ne se passe, qu'on assiste à ça. Il y a un peu, mais je reste quand même un éternel. À un moment donné, ça va se réveiller, ça. Et engagé quand on vous entend dans Un été français, c'est une chanson particulière que vous aviez écrite en direction de la montée du Front National. Mais j'ai pensé surtout à mes grands-parents qui avaient vécu la guerre, qui avaient vécu Vichy et qui voyaient ce même genre de discours apparaître à 20h30 tous les soirs sur les chaînes publiques ou les chaînes d'infos. Ça doit être quand même très très violent pour eux, qui étaient dans la résistance, etc. Donc j'ai pensé à ça, oui, effectivement. Alors on parle souvent de vos passions, de la passion de vos fans pour vous. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur vos passions. Quand on regarde cette fresque qui était derrière moi, on voyait apparaître différentes personnalités. Je voulais savoir, David Bowie, pourquoi lui? Parce qu'il a été la première icône, la première personnalité qui vous marque? Oui, c'était le premier chanteur de rock. J'écoutais les Beatles, les Stones, etc. Mais ce qui m'a vraiment, qui m'a suscité un intérêt plus qu'évident. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une musique qui était très claire, très pop, très glam, et il a assumé tout de suite une revendication à la fois sur l'ambiguïté, la sexualité et sur le quoi qu'il arrive, j'y vais. Et c'est ce côté-là que j'aime bien dans le rock. Et puis son intérêt sur l'art moderne, sur le mime, etc. C'est le premier qui m'a donné effectivement, où j'ai acheté des disques, ou quand j'ai écouté Aladdin Sane ou Diamond Dogs, il se passait quelque chose. On allait à la fois dans les musées d'art contemporain et on écoutait Bowie, il se passait vraiment quelque chose. Autre icône, Serge Gainsbourg. Vous allez le rencontrer, Serge Gainsbourg, d'abord parce que, effectivement, au gré des rencontres, mais surtout, il va réaliser l'un de vos clips, Les Yeux Noirs. Ouais. C'était en 86. Quand je vois ce petit sourire, ça a été un souvenir. Une rencontre et en même temps, quelques surprises sur le tournage. D'abord, une rencontre, il a eu envie de le faire. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis arrivé en France à 15 ans. Et de Belgique. J'écoutais du rock à longueur de journée parce que toutes les radios passaient du rock. En France, c'était autre chose, c'était que la variété française. Et les seuls qui me parlaient, c'était Higelin, Gainsbourg, Dutronc, Renaud. Voilà. Et donc Gainsbourg, ça a été un rêve de dire, mais j'avais envie qu'il réalise sur cette chanson Tes yeux noirs, qui est sur aussi l'ambiguïté sexuelle, une chanson comme il avait fait sur le film Je t'aime moi non plus. Oui, génial, je le fais. Et il a fait ça. Donc après, voilà, c'est Gainsbourg. Oui. Donc on est quand même très, très honoré, très fier qu'il ait fait ça. Ouais. Parce que pendant le tournage, il était présent, pas trop présent. Ah non, il était très présent. Peut-être même très présent avec Elena et tout ça. Non, c'était un 3 jours. À l'époque, on tournait 3 jours, 3 jours, 3 nuits. Ouais. Autre source d'inspiration, plus surprenante peut-être, et encore quand on voit vos concerts et cette notion d'espace. Vous rêvez ou vous aimeriez
accompagner Thomas Pesquet là-haut? Ah non, l'accompagner certainement pas. C'est pas possible. J'ai le vertige déjà, et puis non, surtout très claustrophobe. Oui, donc ce sera compliqué dans la station Très spatiale. compliqué, oui. Dans un ascenseur, c'est insupportable. En revanche, son aventure vous a inspiré. Ce qui était génial, c'est qu'on pouvait le suivre sur Twitter pendant toute la réalisation. Incroyable. Oui, et donc ici, nous voilà, donc donc là, c'était juste voilà, surréaliste parce qu'il était là-haut et en même temps avec nous. Exactement. Et ça, c'est un progrès immense. Oui, moi, je trouve que déjà être enfermé dans une capsule 6 mois à je sais pas combien de kilomètres de la Terre et assister à la dégradation d'une partie de la Terre, assister à la beauté que peut être cette planète. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson où je voyais peut-être que ce mec il pourrait péter les plombs un jour, fermer les écoutilles, couper le son et puis se barrer pour voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Ah oui. Peut-être de mieux, où on pourrait accueillir des réfugiés dignement. C'était un peu ça. Mais oui, c'était assez incroyable. Bowie, Gainsbourg, Pesquet. Il n'y a pas que ça non plus, mais... Autre source d'inspiration. Allez, quand Nicolas Sirkis est hors concert dans la vie de tous les jours, je lisais que vous alliez beaucoup dans les musées. Si je vous en mets 3 à Paris, lequel vous inspire le plus? Orsay, la Fondation Louis Vuitton ou le Louvre? Vous avez envie d'aller où là plutôt? Très honnêtement, les 3. Les 3. Oui, les 3. La Fondation Louis Vuitton, c'est effectivement... Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est payant, parce que c'est un milliardaire qui tient la boîte et que c'est payant. Aux États-Unis... C'est parce que peut-être qu'il est milliardaire qu'on a réussi à faire le musée. Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est la ville de Paris lui a donné la concession là-dessus. Mais bon, bref, il y avait des milliardaires aux États-Unis. Comment s'appelle le musée Guggenheim. Non, pas Guggenheim à Los Angeles. Ils vont vous le dire dans l'oreillette. Bon, bref, il est gratuit. Son argent a permis d'acheter plein d'œuvres d'art, etc. Bon, qu'importe. Mais il se passe des très très belles choses à la Fondation Louis Vuitton. Musée d'Orsay, c'est d'une histoire extraordinaire, et le musée du Louvre aussi. Donc il y a tous les musées. J'aime beaucoup les musées d'art moderne aussi, l'art contemporain. Merci à vous 3. Merci Nicolas d'être venu nous rendre visite ce soir. Ah, vous êtes là. Je suis là, merci à vous 3. On se retrouve très bientôt. Merci On va vous beaucoup. retrouver encore en tournée. Album 13, c'est un peu partout en France. Encore combien de temps? Jusqu'au 21 décembre. 21 décembre. Oui, il y a encore du boulot. Oui, mais ça va, c'est cool. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci à vous.